Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Convergence et révolution culturelle, sinon le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine, autrement dit, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique, parce qu'il y en a qui parlent de nous contre nous, et nous en avons déjà marre. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre tout à fait profond, comme qui dirait, l'héritage du temps. Et voilà, la problématique est d'importance, mesdames et messieurs. Et sur ce plateau, pour décrypter ce livre d'importance, l'héritage du temps, nos invités que vous allez découvrir d'un moment à l'autre, mais pour vous donner le temps, mesdames et messieurs, pour cette Afrique qui souffre, dont ici l'avocat défenseur de l'Afrique a toujours été le défenseur, comme pour vous dire, il y a à boire et à manger et qu'il est temps que les Africains se posent et se remettent en question. Nous allons ouvrir comme ça là, la page 7 du livre pour vous en donner un aperçu avant que ceux qui ont posé la problématique sur la table ne nous en parlent. Page 7. Lorsque la politique peine à pouvoir inoculer aux Africains le sérum d'un véritable changement de mentalité et de paradigme, le poète Cardolin Batou, à travers son recueil de poèmes illustratifs et complets, propose et oriente l'Afrique vers son destin et lui montre tel un miroir son visage naturel et contrasté de nos jours. À nous, Africains, cette œuvre nous réconcilie avec nous-mêmes, le continent et le reste du monde. En d'autres termes, il nous replace à l'origine, au cœur et à la fin de notre univers sans aucune prétention excessive. Mesdames et messieurs, elle nous invite simplement à ouvrir notre cœur, nos yeux et notre esprit sur le mal et le beau qui cohabitent au quotidien avec nous et qu'on feint par ignorance ou par inadvertance de voir en face. Peut-être que nos âmes ne nous servent plus de boussole. Le poète part à la conquête des espaces violés dans notre vie de tous les jours. Il sonde tout en nous par le passé, le présent et le futur de notre continent. Par la magie des mots, le poète qui revisite tous les champs de l'univers arrive même à faire parler à la fois le silence, nos cœurs, la solitude, nos âmes, les fleuves, nos pensées, la raison. Par la prière et la simple évocation de son nom, le poète fait chanter l'ange de l'archipel. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, Président, c'est vous qui nous emmenez ce hôte d'honneur, ce grand écrivain Cardolin Batou. Alors, dites-nous quelque chose. Comment, soudain, tout à coup, brusquement, vous vous retrouvez avec un si grand homme sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle? Bien, merci. Je crois que je n'aurai pas beaucoup à dire. C'est juste vous dire que Cardolin Batou est né au Congo-Brazzaville, mais il vit au Sénégal avec sa famille depuis plusieurs années et dirige une société immobilière. Voilà. Et dans ce recueil, ben, vous savez, les mots n'aiment pas se cacher. Ça? Et parti de Dakar avec des mots, il est arrivé à Brazzaville, son sac était plein de mots. Et le voici sur le plateau où nous nous rendons compte que dans ce recueil, à travers un mûrissement social, à pointer du doigt l'état de la société africaine, un vécu qu'il restitue dans un élan engagé et réparateur. Cependant, cette souffrance décriée laisse des moments de douceur intense qui marquent son attachement à ses racines, des vers qui incitent et poussent à découvrir les espaces explorés. Je vous lis juste. Il dit « Je porte une blessure qui ne cicatrise pas, l'identité harcelée, l'équité bannie, je doute de l'empathie, le temps m'a tout dit, le parfait se défait, défiant la loi de l'absolu. » Et puis, il termine par une phrase très... Enfin, je n'ai pas envie de dire une phrase très grave, mais j'ai simplement envie de dire, il nous dit, Dieu s'inquiète. Dieu s'inquiète. Pourquoi? Pourquoi? À ce moment-là, c'est lui qui va nous dire. C'est lui qui va nous dire. Mais entre-temps, il faudrait qu'on note que, président, vous êtes, Soni Zaou, vous êtes président du PEN Centre au Congo. PEN Centre Congo, oui.
Pensan Congo, Brazzaville ici. Brazzaville. Oui. D'accord. Alors, c'est grâce à vous, à votre diligence, à votre dextérité, à votre insistance, que soudain, brusquement, tout à coup, on a organisé ce plateau. Pourquoi vous avez tenu à ce qu'on se retrouve avec Cardolin? Non, vous savez, Cardolin est venu de loin. Ah. Oui. Je crois que Dakar jusqu'à Brazzaville. C'est des kilomètres. Voilà. Et il est arrivé. Il est sur le point de repartir. Je dis, mais attends, tu ne vas pas repartir comme ça. Il faut qu'on ait le temps de te présenter aux Congolais. Évidemment. Et j'ai managé. Très bien. J'étais retrouvé. Oui, oui. Et nous avons retrouvé Cardolin. Évidemment. Et c'est ça l'Afrique, mesdames et messieurs, parce qu'on ne pouvait pas, avec notre frère Tcheko, on regarde la situation, on ne pouvait pas laisser comme ça là un grand écrivain arriver chez nous, ici en Afrique, au Congo, et puis repartir comme ça. Donc du coup, il fallait en 2 temps 3 mouvements organiser cette réception, en tout cas en votre honneur. Alors, cher frère, bonjour. Bonjour. Alors, présentation. Pour ceux qui nous suivent, qui voudraient savoir sur quel pied danser, qui êtes-vous? Je suis Bato Cardolin, poète écrivain. On dit que vous êtes congolais, né ici au Congo, mais vous résidez au Sénégal. Oui, je suis né au Congo de père et de mère, et je vis au Sénégal depuis pratiquement 22 ans. Ah, ça fait déjà que vous êtes sénégalais dans la tête. Je suis sénégalais, oui. Vous aimez le Sénégal? J'aime beaucoup le Sénégal. Nous aussi, nous aimons ça, mais nous n'avons jamais été. Ben, venez. Ah, d'accord. C'est une invitation. Venez. Nous vous prenons au mot, nous aimons le Sénégal, parce qu'on a entendu parler du monument de la Renaissance africaine. Oui, c'est un symbole. J'en ai parlé, je pense, dans des poèmes. Oui, c'est tout beau. C'est énorme. Oui, je pense qu'on a besoin de ce genre d'énormes monuments dans nos villes, dans nos pays. Ce sont des symboles très remarquables et qui nous représentent aussi, vous voyez, qui nous donnent aussi une certaine fierté, qui regroupent aussi plusieurs cultures, plusieurs de nos cultures, en fait. Parce que la Renaissance, quand vous arrivez déjà, vous avez une marche qui vous fait, je pense, ça vous fait 600 mètres de haut, et c'est là, c'est fatigant, et vous avez les drapeaux de tous les pays africains qui se suivent. Super. Vous voyez un peu, il y a toujours de l'émotion, même quand on voit des étrangers qui arrivent, qui montent, il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'émotion. Voilà. Donc si jamais nous arrivons au Sénégal un jour, à une certaine occasion, à une occasion ou une autre, vous pourrez nous faire visiter le monument de la Renaissance. Bien sûr, bien sûr. Et nous y tenons parce que sur ce plateau de convergence et révolution culturelle, c'est l'Afrique qui parle à l'Afrique, nous sommes des panafricanistes et nous aimons bien la préface, la deuxième qui a été faite pour votre livre. Voilà pourquoi nous sommes tombés droit dessus, parce que justement ça s'adressait à nous autres Africains. Alors Cardolin, l'héritage du temps, en 2 mots, c'est quoi? Alors l'héritage du temps en 2 mots, excusez-moi, c'est ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons été avant les indépendances, après les indépendances. On parle des indépendances, moi je suis né après les indépendances et j'ai encore une cicatrice des avant les indépendances. Un peu. Donc je pense qu'il y a des choses que nous devons réparer. Et on a des parents, on a des pères, on a des mères qui doivent réparer. Donc c'est un cri de larmes, au fait, l'héritage du temps. Vous voyez la photo que j'ai mise sur la première page. Ah oui. On voit la situation que nous vivons actuellement, voir nos conditions. On devait améliorer. Nous sommes encore dans ces conditions misérables. Ouais. Nous sommes encore dans ces conditions misérables. Oui. 61 ans après les indépendances. Je dirais oui, je dirais pas non, je dirais oui. Et c'est choquant. Bien qu'il y a des avancements. Il y a des avancées, ce n'est plus la même Afrique, mais... Oui, je suis d'accord. On accuse même encore ceux qui vivent bien, retard. Même ceux qui vivent bien ont du mal. Ont du mal. Ouais. Soni Zaho, l'héritage du temps. Nous autres, on est nés après les indépendances, mais vous aviez quand même un pied dans l'indépendance. Vous étiez certainement en couche-culotte à l'époque de l'accession du pays, de l'Afrique à ses indépendances, n'est-ce pas? Non, je crois qu'à l'indépendance, je ne savais même pas qui j'étais. Ah, vous ne saviez pas, mais aujourd'hui, vous faites un retour, vous remontez le temps, que dites-vous? Est-ce qu'il a raison, Cardolin, de penser qu'il y a encore à boire et à manger, que le chemin reste long à parcourir? Ah mais oui, jusqu'à ce jour. D'abord, nous nous posons beaucoup de questions. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Que faisons-nous? Et c'est tout le monde qui s'interroge. Et nous allons continuer à nous poser ce genre de questions. Alors, Cardolin, quel message aux Africains
D'abord, vous vous adressez à qui exactement? Parce que les Africains, c'est la jeunesse africaine, c'est l'homme politique africain, c'est la société civile, c'est la vieille génération. Votre public cible, à qui vous adressez-vous à travers ce livre? À l'Afrique. À l'Afrique. Et au monde. À tout le monde, sans exception. Sans exception du tout. D'accord. Alors, quel message vous lui dites? C'est vrai que le constat est amer, mais vous dites quoi à cette Afrique-là? Oui, ce que je demande déjà qu'ils lisent le livre. Qu'ils lisent le livre, très bien. Le mot ne va toujours pas dans le sens de l'évocation. Il faut qu'on lise le livre, il faut que les gens apprennent aussi à lire les auteurs africains et que les écoles apprennent aussi à publier, à apprendre aux élèves à lire aussi, ainsi de suite. Oui, parce que nous, jusqu'aujourd'hui, le constat, le président va nous dire, c'est que les auteurs africains ne sont pas trop programmés dans nos écoles. Du tout. Moi, je vais vous dire, tout mon parcours scolaire, je n'ai pas eu un livre africain à part les Mamadou Bineta. Et mes enfants. C'est devenu tellement anachronique que... Donc, du coup, on n'a pas du nouveau. Donc, je demande, on doit se lire nous-mêmes. On lit les autres, c'est bien de connaître les autres, d'apprendre sur les autres. Mais on doit se lire, on doit se connaître. Je pense que la vraie parole est dans l'écriture. L'écriture, elle est profonde. L'écriture ressort les sensations comme pas ressortir avec les mots, comme un chanteur en fait. Oui, c'est ça, mais l'écriture, oui, mais avant que je repasse chez le président Dupen, écrire c'est une chose, mais être poète, c'est la chose la plus énigmatique pour nous autres qui avions essayé aussi de griffonner. Mais c'est quoi votre secret? Comment est-ce que les poètes arrivent à réaliser l'impossible avec vos poèmes? Le silence, qui nous fascine. Le silence, la foi. Je crois que c'est les deux choses, le silence et la foi. Président, vous aussi, vous êtes poète. C'est quoi le secret des poètes? Pourquoi vous êtes différent de tous les autres écrivains? Non, je crois que nous ne sommes pas différents. Vous percevez ce que les autres n'arrivent pas à percevoir. Bon. Ou bien vous avez les mots pour dire les choses? On a simplement les mots pour dire les choses. Alors, mesdames et messieurs, on fait recours à ce livre-là. Qu'est-ce que ça dit? La poésie a tantôt été vue comme un art qui ne doit viser que la recherche du beau. Mais certains orfèvres du verbe ont estimé que le beau pouvait aussi être mis au service du bien. La poésie au service du bien, par quel miracle? Oui, le bien c'est la vie aussi. Le bien c'est l'intérieur, c'est le partage, c'est l'amour. Ce sont les sentiments que nous partageons de tous les jours, la vie de tous les jours. Et ça a été écrit, c'est un préface que j'aime beaucoup, qui a été fait par le professeur Amadou Dramé, qui est le professeur de français à l'université Cheikh Anta Diop. Voilà. J'en perds parce qu'il est aussi président de l'association des professeurs du Sénégal. Voilà, donc j'en perds c'est ça. Donc il m'a beaucoup aidé aussi au début. Pendant que j'esquissais encore le manuscrit. Voilà, qui a beaucoup partagé avec moi. Super. Et donc, son aide était précieuse pour vous? De beaucoup, oui. De beaucoup? De beaucoup. Président, vous disiez dans une émission ici, je pense que vous étiez avec Hubert Malonda, que tout écrivain a normalement besoin de l'aide, du soutien des autres autour de lui pour évoluer. Ça, c'est automatique, parce que seul, vous ne pouvez rien. D'abord, lorsque vous écrivez, vous ne pouvez pas relire votre document vous-même. Vous êtes obligé de le donner, de le confier à un confrère qui le lit, parce qu'il y a des fautes qui finissent par inscrire. Généralement, ce ne sont pas des grandes fautes, mais lorsque vous avez une S qui manque quelque part, si vous publiez comme ça... oui, ça choque. Voilà. Oui. Donc, nous sommes toujours... En fait, quand des on fois, écrit, votre œil passe dessus sans faire attention, mais l'œil d'autrui... Voilà. Et lorsqu'on fait ce travail-là, il faut toujours se dire que je vais donner ce livre à Cardonnet, que je vais le donner à Alexis, parce que chacun de nous a quelque chose à y mettre. Parce que ce n'est pas le livre de l'écrivain, mais c'est le livre de tout le monde, tout le système. Et puis ensuite, c'est simplement votre nom qui apparaît. Exact. Alors, Président, si jamais Cardonnet, lui, il est né ici au Congo-Brazzaville, il a grandi là-bas, ça fait 75 ans qu'il est au Sénégal, il est devenu Sénégalais déjà. Nous autres, nous n'avons jamais été, mesdames et messieurs, nous aimons le Sénégal depuis longtemps.
depuis l'époque du président géant Abdou Diouf. Mais nous étions encore à l'école primaire, mais nous n'avions jamais eu l'occasion d'aller. Mais on est invité aussi. On est invité aujourd'hui par Cardelin, ça fait du bien. Mais vous, par contre, vous aviez été plusieurs fois. Oui, oui, oui. Bon, moi, je suis membre d'une grande association. Et donc, c'est là que j'ai même connu l'éditeur. L'éditeur. Foden John, qui est un ami avec qui on échange. Super. Mais aujourd'hui, ça fait un plaisir de voir que Foden John a mis le pied de mon jeune frère à l'étrier. Super. Ouais. Et le Sénégal, Dakar, vous y avez été. Il y a encore 2 ou 3 autres écrivains que vous connaissez? Oui. J'étais allé la première fois avec Pierre Nsemou et Alima Madina. Alima Madina, Pierre Nsemou. Ouais. Oui. Et puis le professeur... Kadiman Djouzi. Kadiman Djouzi. Oui. Donc tout ce monde a été avec nous là-bas. Et l'accueil au Sénégal? Fantastique. Super. Alors, l'hospitalité africaine. Donc ici, le professeur Mamadou Dramé de continuer, mesdames et messieurs, rapidement. Il dit, ils ont essayé d'utiliser leurs plumes, les poètes, pour plaire, mais également pour être utiles à leur société. Cardelin Batou fait partie de cette race de poètes qui ont compris que la poésie n'arrive à son summum que lorsqu'il peut, au-delà du plaisir qu'il procure, mettre à nu les tares de notre société et de notre monde. Ainsi, pendant de longues nuits, il a usé et abusé du beau. Il a observé ses semblables et surtout, il s'est plongé dans son moi profond, ayant comme devise « Tout ce qui est en moi est chez mes semblables ». Cardelin, on vous écoute. Tout ce qui est en moi est... Voilà, ça résume ce que je viens de dire. C'est ça la poésie, au fait. La poésie, c'est l'amour, la poésie, c'est l'autre aussi. C'est la considération. C'est vraiment l'amour dans son intérieur. Oui, mais comment vous arrivez à l'épuiser dans votre moi profond, alors que nous autres, quand nous essayons, nous restons en surface? Ben après, il y a la confiance en soi aussi, et la patience aussi. Je l'ai écrit en 12 ans, le livre. 12 ans? 12 ans d'écriture, et corrigé en 3 ans et demi. Corriger et récorriger jusqu'à ce qu'on estime que c'est bon. Super. Exactement. Voilà pourquoi nous trouvons un produit fini de si grande importance. Mais s'il vous était donné de lire un truc là-dedans. J'ai pas l'habitude de me lire, je le disais tout à l'heure avant l'émission. Président, est-ce que vous pouvez lire pour nous, lisez quelque chose afin qu'on ait une idée quand même de... Ben, j'ai ouvert comme ça, oui. Et puis je tombe sur « Je viendrai chez vous ». Ah, mais j'ai ouvert moi aussi et je suis tombé sur « Je viendrai sur vous ». Voilà. Ah, d'accord. Au silence du petit matin, je viendrai chez vous, sur vos pavés visiter vos tours. Je viendrai dans vos rêves à la première lune claire, voir si vos rêves ne finissent pas en cauchemar. Je viendrai dans vos cœurs, voir si l'amour vous habite tous les jours. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il est allé trop loin et je me sens perdu. Complètement. Nous aussi, nous sommes perdus, mesdames et messieurs. Et nous revenons vers vous comme pour dire, du Bantou au Wolof, du Pygmée au Zoulou, du Maghrébin au Maasai, voilà qui les réunit toute l'Afrique. Notre Cardelin sur ce plateau, dans son appel poétique, son vécu et dans sa culture. Ce recueil rappelle l'Afrique saignée, l'Afrique blessée, l'Afrique violée, dont le sang rougit les feuilles et traverse les eaux et les terres. Mais il ressuscite soudainement l'espoir et fait réjaillir l'éclat de sa beauté et sa richesse primaire. Voilà enfin l'Afrique qui participe au banquet du monde en apportant ce qu'il a de pire et de meilleur. Alors, chers confrères, si vous étiez donné de dire un petit commentaire sur ça avant l'atterrissage, que diriez-vous? Sur le poème? Sur le poème, sur ce qu'on vient de lire, sur tout le livre. Sur tout le livre. Ce que je veux dire, ça va être beaucoup, et je vais le dire en 2 secondes. Oui. Tout simplement qu'on continue à écrire, qu'il y ait plus d'écrivains. Et je répète qu'on se lise, parce que c'est vraiment un mal. Je suis arrivé au Congo, je suis pas venu au Congo depuis longtemps, et je me rends compte qu'il n'y a pas de livres, il n'y a pas de littérature. En tout cas. Et le président, par beaucoup d'efforts, il se bat, il essaie de faire le mieux, mais... Heureusement qu'il a accompagné, parce qu'il m'a expliqué pas mal d'avantages aussi par rapport à ce qu'il fait comme rassemblement d'écrivains, et je l'encourage beaucoup, mais il reste encore à faire. Alors lorsque vous revenez au Congo, en visite, est-ce que vous avez aimé?
le pays. Oui, on aime toujours chez soi. On aime toujours chez On soi. aime toujours sa mère. Et surtout, on aime toujours l'Afrique. Oui, exactement. Malgré les aléas de la vie, Exactement. malgré la conjoncture, l'Afrique reste l'Afrique. Alors, mon ami Tcheko, on va atterrir par ce poème qu'on a trié aussi par hasard pour dire à ceux qui nous suivent que le silence, c'est une arme. C'est aussi le secret de l'auteur sur ce plateau. Et qu'est-ce qu'il dit du silence qui lui a permis d'écrire ce livre? Le silence est un monde. Le silence, une épée qui transperce l'âme. Le silence, une nudité qui déshabille l'orgueil. Le silence parle, le silence écoute, le silence aime, le silence voit, le silence enseigne, le silence donne, le silence prend, le silence confesse. Le silence est un homme, le silence est une femme, le silence est un miroir, le silence est un droit, le silence est un riche, le silence est un savoir, le silence est une larme, le silence est une arme, le silence est une rose, le silence est un ange, le silence est un noir, le silence est un blanc. C'est signé Cardelin Bateau. Mesdames et messieurs, pour atterrissage, nous allons vous faire découvrir Jojo Mansunga, une nouvelle écrivaine. Président, vous avez entendu parler d'elle? Non, pas. Jojo Mansunga, pas encore. Celle-là, il faut qu'elle adhère au PEN Centre Congo-Brazzaville. Nous allons vous la présenter bientôt. Jojo Mansunga, présentation de son livre, c'était donc à la semaine de Brazzaville. Et puis il y a eu un autre écrivain sur ce plateau que nous avons reçu, l'ex-DG de Kogelo, Emmanuel Ebolo. Vous connaissez Emmanuel Ebolo, je le connais. ses écrits? Non, pas. Il vient d'écrire 2 romans que vous allez découvrir, donc avec les téléspectateurs. Un extrait de Jojo, un extrait de Emmanuel Ebolo. Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix est le tout premier roman de Jojo Mansunga qui l'a fait ainsi entrer dans le cercle des écrivains congolais. L'ouvrage a été salué tant par le public que par les hommes de lettres lors de la cérémonie de présentation et de dédicace du livre organisée à Brazzaville. Ce roman de 71 pages, truffé de métaphores, d'amplifications et de répétitions, est axé sur les violences sexuelles faites à l'encontre d'une jeune fille africaine nommée Prudence, qui en est d'ailleurs le personnage principal. À travers les 8 tableaux qui constituent cette œuvre littéraire, l'auteur fait dérouler la vie de Prudence, qui, à cause de sa beauté irrésistible, sera victime de harcèlement, tentatives de viol et d'autres abus sexuels de la part des inconnus, des connaissances et même des proches parents. Jojo Mansunga se révèle être ainsi la voix des sans-voix en dénonçant ces atrocités que vivent les femmes et les jeunes filles au quotidien dans nos sociétés. Ce roman constitue, à n'en point douter, un véritable plaidoyer contre les harcèlements et les violences sexuelles dont les femmes et les jeunes filles sont victimes le plus souvent dans le silence et l'indifférence des proches parents et de la société. Notre passage dans différents organes des Nations Unies, ce passage nous a beaucoup inspirés. Après avoir recueilli les anecdotes qui nous ont donc permis d'écrire ce récit fictif, des personnages aussi fictifs, mais des faits plus que réels que vivent beaucoup de femmes. En effet, notre passage dans les organismes des Nations Unies a mis en nous une humeur empathique, entraînante à l'écoute et à l'accompagnement de certaines victimes des harcèlements et de différentes violences. Dans sa critique littéraire de l'ouvrage, l'écrivaine Franck Palmers juge l'écriture de Jojo Mansunga généreuse et percutante, un point de vue soutenu par l'écrivain Aubin Bandouzi. Selon lui, ce roman, qui est un petit trésor, mérite d'être proposé comme œuvre au programme scolaire, particulièrement en classe de 5e au collège. Jojo Mansunga, de son vrai nom Jocelyne Mansunga, est diplômée supérieure en communication, marketing et multimédia. Elle a œuvré dans les organismes internationaux et dans la presse. Voilà, j'engage une autre question, vous en avez. Alors, dites-moi, quand nous voyons ça, et pour les téléspectateurs, on leur présente aussi la couverture de votre livre. On dirait bien qu'elle a été choisie à dessein
on voit des dés tomber comme ça. L'homme n'est pas maître de son destin. Quel est le message que vous véhiculez? Ça nous a fait peur parce que nous disons, si c'est comme à la loterie, si c'est comme à un jeu de hasard, que ça se passe pour nous les hommes, eh bien on a des raisons d'avoir peur. Pourquoi cette couverture qui nous terrorise Désir? Bon, d'abord, il ne veut pas vous terroriser. C'est un terme trop fort. Mais existe-t-il des hommes qui ont des certitudes? Je ne crois pas. Je crois que les hommes ont des convictions, mais ils n'ont pas de certitude. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer quand vous entreprenez une action, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça, au gré du destin. Donc, on ne doit pas avoir peur de ça. Le docteur Moneng, lui, commence bien ses études. Il termine l'école primaire, le collège, le lycée. Il va étudier à l'étranger. Et c'est lorsqu'il rentre que tout se bascule. Voilà. Et puis, il perd la personne qu'il était venu pour... la femme qu'il aimait tant dans sa jeunesse, qu'il voulait venir épouser, qui est décédée. Ensuite, il va tenter une aventure qui se terminera mal. Il se retrouvera en forêt, dans une forêt où il rencontrera un vieux qui a déjà vécu plus de 50 ans en forêt, qui a dû le prendre avec lui et lui donne des enseignements de vie en forêt il a vécu en forêt pendant 30 ans. Oui, pour sortir dans un village. Sans qu'on aille jusqu'à la chute de l'histoire pour que les lecteurs eux-mêmes aillent découvrir. Mais il s'agit là, le destin du docteur dont vous parlez là, du personnage principal du livre, c'est un destin cruel. Oui, je disais qu'il était à la fois extraordinaire et merveilleux. Au départ. À la fin aussi. À la fin aussi. Sauf qu'après, il a dû traverser. Mais il a vécu des épreuves. C'est ça, il a vécu des épreuves assez difficiles qu'il a endurcies. Des épreuves de la vie qu'il a endurcies. Mais c'est une façon ou une autre de dire au lecteur ou de nous dire à nous autres que nous ne devons pas nous étonner de rencontrer des épreuves dans la vie, et qu'il y aura à boire et à manger, qu'il y aura des nids de poules sur notre route. Surtout que chez nous, en Afrique, généralement, on a tendance à cibler des oncles en disant que tout ce qui m'arrive de négatif, c'est si la femme que j'aimais, je viens la retrouver morte, c'est peut-être l'oncle qui ne m'aime pas. La sorcellerie est là-dedans. Peut-être simplement le destin. Oui, je voudrais dire simplement que quelqu'un de très intelligent disait ce qui suit. Quand il vous arrive de désespérer, continuez à travailler même en désespérant. Je crois que je trouve ça très beau, non? Si vous arrivez de désespérer, continuez à travailler même en désespérant. C'est un peu le cas du docteur Moneng. Il était rentré dans un vrai désespoir. Il n'a pas déprimé. Il a continué à travailler jusqu'à retrouver l'espoir. Voilà, c'est un peu son cas, et il terminera par construire un grand hôpital, par faire de la ville où il était, du village où il était une grande ville, jusqu'à ce qu'elle devienne une ville très attrayante, touristique et autres. Donc le destin n'est pas toujours cruel. Je crois que quelqu'un disait que, je ne sais pas qui l'avait dit, mais il disait que l'essentiel, ce n'est pas de tomber, mais de savoir se relever. Il faut toujours chercher à savoir se relever. C'est tout, ne restez pas par terre. Il est arrivé un moment où les événements vous ont attiré vers la terre, vous êtes tombé parce que vous ne teniez pas le coup, mais il faut savoir se relever et continuer la route. Voilà, c'est ça le destin. Voilà, il s'agit ici du roman Au gré du destin. Moi, je vais l'appeler ce soir comme ça, hein, l'écrivain sage, l'homme sage. Monsieur Emmanuel Ebolo nous dit, lorsque vous tombez, l'important c'est de se relever. C'est de se relever. Nous parlons ici des ouvrages de monsieur Emmanuel Ebolo, mais aussi de l'importance de l'écriture. Comme disait Dieu au prophète Habakkuk, écris ta vision pour les prochaines générations. Donc c'est toujours important de écrire, de marquer son intelligence pour d'autres personnes. Mais monsieur Ebolo, nous avons avec nous ce soir 2 romans, Humilité et gloire. Nous avons déjà parlé du roman Au gré du destin. Mais monsieur Alexis, Humilité
et gloire. Humilité et gloire, avant que le DG ou bien l'écrivain entre dans ça, nous avons encore 2 ou 3 questions. Allez-y. Avec la permission de Dixon. Allez-y. Avec la permission de Dixon. Parce que une chose est d'écrire, une autre de s'adresser à un public. Lorsque vous écrivez au gré du destin, à qui vous adressez-vous? Le message, vous l'avez couché dans le livre, mais pour qui? Quel est le public cible pour qu'il puisse en profiter au maximum? Oui, d'accord, mais ce n'est pas une littérature spécialisée. Hein. Non, 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 on a compris, c'est un roman. C'est complètement diversifié. Voilà. Donc, comme on dit, c'est indistinct. Voilà. Toute personne qui peut acheter ce livre, qui aime lire, le lira. Donc je tout le ne peux monde pas au départ cibler, oui. cibler une couche quelconque de la population. Là, c'est vraiment spécialisé. La jeunesse, si vous écrivez un livre sur la jeunesse, oui. C'est que vous vous adressez à la jeunesse. Si vous écrivez des livres sur le droit, vous vous adressez évidemment aux hommes de droit, etc. Oui. Mais là, voilà, Monsieur tout le monde peut y trouver son compte. Tout le monde peut y trouver son compte, lire et voir les événements qui se déroulent là-bas. Souvent, les gens ramènent même certains écrits à leur propre destin, à leur propre situation, à leur propre vie, à leur propre expérience, ou à leur propre vécu. Exact. Voilà. Donc, et d'où la question pour nous aussi de savoir, avec la permission de Dixon, est-ce que au gré du destin, c'est autobiographique, c'est vous-même qui vous mirez, ou bien ce n'est que de la fiction, que de l'imagination, que comme ça, là, vous avez décidé de vous adresser aux Congolais, aux Africains, au reste du monde? Non, c'est un roman. Un roman, pure fiction. Un roman, par essence, c'est une fiction. Non, il n'y a rien de Mais d'où vient le déclic pour... on ne parle pas du destin comme ça, un beau matin, on se lève et tac, je commence à parler du destin. Ah non, mais non, là, c'est maintenant l'observation de la vie de ce que nous vivons au quotidien. Un jour, je me suis dit, bon, je vais peut-être écrire un livre sur le destin d'un jeune qui a fait ses études, qui a terminé ses études, ensuite qui est rentré dans son pays, qui a eu des situations assez compliquées, et puis qui s'est retrouvé sur d'autres voies. Voilà, j'y avais pensé et je me suis dit, bon, il faut se mettre à écrire. Et puis petit à petit, ça a donné ce livre-là. Super. Au départ, je ne sais pas que j'aboutirai à ce résultat. Non. Ah, ça J'écrivais pour arriver là. Ce n'est pas évident dès le début d'avoir une projection qui vous amène à une conclusion au départ. Non. On n'est pas en médecine là-bas, au moins, ou en chimie, où on a une expérience, on sait que ça va aboutir à telle chose dans un laboratoire. Emmanuel Ebolo, il y a une question encore. Vous êtes maître des personnages lorsque vous écrivez. Vous êtes Dieu sur eux. C'est vous qui décidez de tout pour eux. Alors d'où vient-il que pour ce docteur, ce jeune qui était parti étudier, qui a réussi, qui revient avec tout l'espoir du monde pour épouser la belle qu'il avait laissée ici, d'où vient-il que vous ayez décidé comme ça là, de la mort de celle-là? Et du coup, c'est la catastrophe, c'est cruel pour ce médecin-là ou bien pour notre compatriote. Mais pourquoi vous n'aviez pas laissé en vie la femme qui la trouve bien en vie, et puis tam-tam, danse, on mange, on boit, mariage, et puis paf, l'affaire est dans le sac? Pourquoi la mort est intervenue alors que tout semblait... Le ciel était bleu jusqu'à cette mort-là? Mais la mort fait partie du destin, ce que je sache. Donc, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas l'ignorer. Je vais peut-être vous citer Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, c'est un grand écrivain français. Certainement le connaître, il est décédé il n'y a pas très longtemps. C'était un académicien. Il disait que ce qui est bien dans la vie, c'est qu'elle s'achève. Bon, c'est un débat, mais il pensait que... Nous aurions voulu qu'elle s'éternise. Il se posait la question, vous imaginez que nous restions éternellement? Comment ça serait alors? Ça, c'est Jean d'Ormesson. Non, s'il n'y avait pas ces événements, peut-être que ce serait un autre roman. Ce ne serait pas celui-là. Vous voyez? Ce qui se passe, c'est que le docteur Moneng, par exemple, a connu une jeune fille dans son enfance, c'est-à-dire qui partait à la même école que lui. Et lorsqu'il voyage, il va à l'étranger pour étudier, poursuivre ses études en médecine. Il demande à ses parents de d'épouser traditionnellement cette femme. Exact. Parce que lui rentrait pour faire un mariage officiel. Et lorsqu'il rentre,
pour faire ce mariage officiel. Cette dame était avec lui, enfin était venue pour l'attendre. Et il y a eu un drame qui a fait que cette femme-là, malheureusement, les médecins n'ont pas pu la sauver. Et dire que mon oncle lui-même est médecin. Oui. Ah, donc, en plus. Voilà, les médecins n'ont pas pu la sauver. Et finalement... mais ce qui se passe après, c'est que mon oncle décide d'épouser cette femme, malgré le fait qu'elle soit morte. Ah oui, comme l'exige la tradition. Non, bah parce que bon, il l'aimait. Par amour pour elle. Par amour pour elle. Super, il était venu pour l'épouser. Il avait déjà tout acheté pour préparer le mariage. Pour faire. Il a dit, bon, je vais l'épouser. Ah, ça. Oui. Et il va à la mairie, il remplit toutes les formalités pour l'épouser. Maintenant, le jour du mariage... Non, on laisse les je veux quand même dire... Non, oui, ça va, le jour du mariage, il y a beaucoup de choses là-bas, je vais sauter. Et le maire constate que son épouse, que l'épouse n'est pas là, donc la future mariée n'est pas là. Il n'y a que le marié qui est là, où est la mariée. Oui. Bon, finalement, dans la salle, il y a un grand avocat qui se lève pour défendre le docteur Moneng et pour exiger que monsieur le maire fasse ce mariage. Ah, ça? Et finalement, monsieur le maire a célébré le mariage. Ah, ça. Oui. Vous voyez comment, jusqu'où l'amour peut vous emmener? Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Moneng dit que ce n'est pas parce qu'elle vit maintenant ailleurs qu'elle n'est plus ma femme. C'est-à-dire qu'elle m'a précédé, elle m'attend là où elle m'attend, donc je vais la rejoindre un jour. Et je veux officialiser notre union ici, même si elle n'est pas en ce moment ici. Mais elle est dans mon cœur. Je la porte et je vivrai toujours avec elle. Donc je ne vois pas pourquoi le maire ne voudrait pas que je l'épouse. Oui, il y a eu donc ce vibrant plaidoyer d'un avocat maintenant, pour convaincre monsieur le maire. Après, il se passera que le docteur Moneng va retrouver une autre connaissance, une autre fille qui était élève avec lui au lycée à cette époque. Ah. Celle-là, c'était à l'école primaire, la première. Là. Ouais. Mais la deuxième, Fafa, par où commence même le roman, était avec lui au lycée. Mais Fafa était parti avec ses parents. Son père qui a été réaffecté ailleurs, M. Dibo, avait été réaffecté ailleurs dans un autre pays. Mais elle était partie avec la grossesse du docteur Moneng. Et le docteur Moneng ne le savait pas. Fafa même ne le savait pas. D'accord, on met 3 points de suspension là pour que le lecteur... et je vous dis que le docteur Moneng va rencontrer Fafa presque 50 ans après. Ah, super. Mais avec l'enfant qui est né là-bas. Évidemment. Et qui revient avec 2 petits-fils. Non, mais que les lecteurs découvrent au gré du destin. Parce que là, maintenant, on comprend le titre, on comprend les dés qui sont tombés, on comprend qu'il se passe de choses. Mais c'est l'occasion aussi, Dickson, pour nous de dire aux téléspectateurs et au monde entier que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Hein. Tous nos diplômes, notre orgueil, nos connaissances, tout ce que nous voulons, même notre richesse, le destin ne se plie pas à ces caprices-là. Nous ne l'achetons pas avec notre argent, mais c'est Dieu qui décide pour ceux qui croient en Dieu. C'est le hasard qui décide pour ceux qui croient au hasard. En tout cas, le destin domine sur nous. C'est lui qui trace les contours et qui nous oblige un certain nombre de choses. C'est là où Dickson, j'aime le réalisme de l'écrivain, Emmanuel Ebolo. Pourquoi? Parce qu'il n'écarte pas la mort de notre vie au quotidien, comme pour faire semblant, comme pour faire l'autruche qui cache sa tête parce qu'il y a un danger qui arrive. Non, il nous met carrément devant la réalité parce qu'on a vu dans ce monde des gens, là encore dans le cas du docteur au gré du destin ici, c'est après, c'est même avant la mairie que la dame meurt. Mais on a vu des gens mourir la veille de leur mariage. On a vu un accident de circulation alors que le cortège s'en allait à la mairie. On a vu même quelqu'un partir alors qu'on revient juste de se mettre des bagues au doigt à peine là. Et c'est la consternation générale. Donc on comprend que le message qui est véhiculé ici, c'est de nous faire comprendre qu'il y a lieu maintenant de se poser des questions, de faire comme une introspection, de se dire, de faire la part des choses. Là, l'écrivain peut nous corriger hein, si nous avons bien un verre de trop ou bien si nous passons à côté, de faire la part des choses, comme disait le professeur Théophile Obenga, entre ce qui est important et ce qui est essentiel dans la vie. Et donc, cela dit, Emmanuel Ebolo, est-ce que, en résumant ainsi votre pensée, le message que vous avez pensé, vous avez transmis, nous avons tapé juste ou bien il y a quelque chose à dire encore? Non, vous avez raison.
Vous avez raison pour dire que personne n'a la maîtrise de son destin. On écoute souvent une expression simple que beaucoup de gens utilisent. Je ne sais pas s'ils l'utilisent à bon escient. Ils disent qu'il faut forcer le destin. Mais je n'y crois pas trop. On ne force rien. Si ce n'était pas pour vous, vous ne l'aurez pas. Si ce n'était pas destiné à vous, vous n'aurez pas ça. Vous allez forcer quel destin? Pour forcer quelque chose. On fait forcer par la corruption, par la tricherie. Au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Par les pots de banane. Oui. Au bout du tunnel. Mais là encore, je suis sûr que les entrepreneurs nous suivent aujourd'hui. Mais cette pensée pourrait choquer les entrepreneurs qui pensent que, évidemment, le destin, on peut le façonner. On peut même l'acheter. Voilà, on voit des gens qui disent, mais on est pauvre, mais mourir pauvre peut être l'effet d'une propre volonté. On peut devenir riche. Et on part de cette pensée en pensant que la richesse est la conséquence des efforts fournis et donc un destin provoqué. Monsieur Ebolo. Mais la notion de pauvreté est une notion relative. Qui est riche? Et quand on est riche de quoi? Ça. Est-ce que riche, ça veut dire l'argent? Jusque-là, c'est ce que nous croyons. D'abord, il faut avoir la. Mais parlons de richesse comme réussir. Non, mais c'est une leçon là, sur la richesse. Ça veut dire qu'à réussir dans la vie. Réussir aussi, la réussite. C'est le terme très fort. Réussir, ça veut dire quoi? Avoir fait de bonnes études, avoir. Mais vous êtes sûr que celui qui fait du manioc au village avec les champs n'a pas réussi? C'est très relatif. C'est très relatif. Ça c'est clair. Moi, je peux peut-être... Quelqu'un peut accepter de vivre avec 100 000 francs par jour. N'est-ce pas? Lui, s'il n'a pas 100 000 francs par jour, il ne peut pas vivre. Mais une autre personne peut vivre avec 2 000 francs par jour. Ça lui suffit. Ça dépend de toute façon. La Bible a résumé ça, c'est vanité de vanité. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, en réalité, non. Moi, je crois que tout est relatif. Je vais vous citer peut-être Einstein. Einstein disait quoi? Pour expliquer simplement la théorie de la relativité. Que si vous mettez votre main sur une poêle chaude, si elle reste là 1 minute, vous penserez que ça a duré 1 heure. Ah oui, évidemment. Ça a duré l'éternité. Mais mettez-vous à côté d'une belle femme pendant 1 heure. Si elle décide de partir, vous verrez que ça a duré seulement 1 minute. Quelques secondes seulement. C'est très relatif. Donc, je pense personnellement que le pauvre, ce n'est pas celui qui n'est pas riche en termes d'argent. Voilà. Le pauvre, c'est celui qui n'a peut-être rien à donner. C'est tout. C'est tout. Mais je ne vois pas pauvre au sens où, bon, celui-là a des coffres forts remplis. D'abord, ça ne fait pas le bonheur. Donc, a des coffres forts remplis. Et celui-là, il vit dans un truc là-bas. Machin. Non. Mais il est content de ça. Il suffit d'être content de ce que vous avez. C'est vrai qu'il vous serez riche. Il y en a qui sont vraiment contents, qui sont heureux. Dans un taudis, dans une cabane. Je crois que l'écrivain Okunji, le grand poète. C'est un grand poète, non? De notre pays. Je crois qu'il vit en France. Ah si. Il passait sur les antennes, je crois, de Télé Congo à une autre émission. Je crois que ça s'appelle Cultura. Cultura. Voilà. Avec Sauve Gérard. Voilà. Il disait que celui qui sait reconnaître le peu qu'on lui a donné en a suffisamment. C'est un peu en ce sens-là qu'il disait. C'est vrai. Non, mais si on vous donne 2000 francs, vous boudez. Vous sentirez que ce n'est pas suffisant. Mais quelqu'un à qui vous donnez 2000 francs sera très content parce qu'il sait qu'avec ça, il a réglé le problème de son repas de la journée. Il en a beaucoup. Avant que Dixon n'entre excusez-moi, monsieur Alexis, mais dans la notion de pauvreté très relative. Très relative, justement, mais sur la question du destin, parce que quand j'évoquais ces gros concepts, c'était relativement au résultat des efforts fournis, le résultat des efforts qui vient après les efforts fournis. Un enfant qui ne travaille, qui ne fait pas des bonnes notes, par exemple, des bonnes moyennes, on lui dit, c'est parce que vous ne lisez pas. Mettez-vous à lire et vous allez voir que à la fin de l'année, vous aurez des bons résultats. Une question assez simple. Ces bons résultats obtenus, c'est l'effet du destin qui est déjà, tout est déjà prévu, ou
de l'effort. Ou c'est le résultat des efforts, la conséquence des conseils. La décision que cet enfant a prise pour changer les choses. Parce que quand on vous entend, relativement au gré du destin, on a l'impression que tout ce que nous faisons et comme déjà est nul et non avenu et comme déjà prévu. Mais non, on doit toujours faire des efforts. Non, on ne peut pas dire qu'on ne ferait pas des efforts. Si, on peut faire des efforts. J'ai été au lycée avec des amis. Notre meilleur élève de la classe de terminale A, de série A, terminale A, avait échoué au baccalauréat. Ah oui, ça arrive fréquemment. Et les gens qui avaient la moyenne de 4, de 5 pendant l'année étaient admis au baccalauréat. Vous allez expliquer ça? Comment vous allez expliquer ça? Le meilleur élève de la terminale A n'a pas eu le baccalauréat. C'est peut-être le destin. Ah ben oui, évidemment. C'est compliqué. Alors, le temps est contre nous. Monsieur Ebolo. Non, je voudrais quand même terminer sur cette question en disant ce qui suit. Si les entrepreneurs ont raison de mettre de l'argent comme capital pour faire des profits, on peut aussi en mettre et puis ne pas faire de profit. Ah, évidemment, ça arrive. C'est arrivé aussi. Il y a des entreprises qui ferment aussi. Ça fait faillite. Oui. Ensuite, l'élève Moi, j'ai eu des amis qui ont passé 10 fois le baccalauréat, 5 fois le baccalauréat. Vous voyez, vous croyez qu'ils étaient idiots, hein? Non, on en a eu un brillant. Il avait toujours 20 sur 20, 18 et 17. Voilà. Mais 5 fois le BPC, rien. Maintenant, il est vendeur de pétrole, pourquoi parfois le gouvernement peut-être le nôtre et puis bien d'autres, exige souvent un niveau minimum ou un niveau minimal à nos élèves. Dis bon, il faut au moins avoir terminé le BPC. Voilà. Parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas aller au lycée, devenir ingénieur, devenir médecin, devenir professeur de lycée ou d'université. C'est pas possible. C'est clair. Oui. Bon. Non, on est d'accord avec vous. Donc, vous avez expliqué avec les mots qu'il faut. Je pense que l'entrepreneur peut ne pas avoir fait de longues études. C'est pas... Ah oui, c'est clair, on en a vu. Hein. Voilà. On en a vu. Mais... moi, je suis de formation économiste, mais je ne suis pas entrepreneur. Oui. Mais il y a des entrepreneurs là-bas qui n'ont jamais eu une seule notion d'économie à l'école. Rien du tout. Mais ils gèrent bien leurs affaires. Et ça fleurit. Oui. Voilà. Donc, là, c'est une autre chose. Là, c'est maintenant le flair. Là, le flair et tout ça. Mais oui, mais on voit aussi que le destin parce que ça, c'est maintenant artistique. Voilà. Hein, ce qui fait l'artiste, c'est le flair. Donc, en réalité, dans le débat sur le destin, à boire et à manger, ça dépend maintenant de nos convictions, de nos croyances. Moi, personnellement, je crois qu'il y a un destin pour chacun. Et nous aussi. Bon, il y a d'autres qui pensent qu'ils sont en train de faire leur destin eux-mêmes. Tant mieux. Si on les invite à lire Au gré du destin pour voir un peu si ces choses-là, ça se décide par soi-même ou bien si contre notre volonté ou bien des fois contre nos actions, nos pensées, nos paroles et nos actions, nos actes, certaines choses, en tout cas, tous les jours, on se rend compte que certaines choses ne dépendent pas trop de nous. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui disent, en tout cas, j'avais jamais pensé que c'est cet homme-là que j'épouserais. Il n'était pas du tout ce que je croyais moi. Mais c'est arrivé comme ça. Et du coup, elles sont mariées avec monsieur. Alors, Dixon, il nous reste très peu de temps. On va demander une rallonge à Patrice Louvoiseau et Vulpian Kenzo pour que nous puissions aller quand même dans les profondeurs du deuxième roman, Humilité et gloire. Mais avant que vous me posiez la question, la série de questions, vous savez, monsieur Ebolo, il a tellement la maîtrise de la chose qu'il répond à toutes nos questions avant qu'on les lui pose. Avant que vous nous posiez les questions qui sont là-bas réservées pour le deuxième roman, Humilité et gloire, nous avons eu l'impression, Dixon et moi, que c'était comme le prolongement ou bien la conséquence du roman Au gré du destin. On dirait bien que c'est comme une clé que vous donniez au lecteur ou bien une méthode, c'est-à-dire comment on dit, la conduite à tenir. Alors, humilité et gloire, est-ce que c'est en relation avec Au gré du destin ou bien là, c'est un tout autre monde? Une deuxième fois, vous vous êtes dit, tiens, j'écris sur ça. Non, là-bas, c'est toute autre chose. Toute autre chose. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet. Non, pas du tout. D'accord. Alors, Dixon. Justement, vous aviez bien dit les choses. On a l'impression qu'il y a, on va dire, une orientation pour atteindre, sinon pour, je dirais, devenir, entre guillemets, une gloire. Et cette gloire pourrait être le destin.
Monsieur Ebolo, qu'est-ce que c'est l'humilité? Ah. Bon, peut-être qu'il faut repartir dans la Bible. Hein. Ah, repartons dans la Bible, parce que pour dans que la le Bible, lecteur, dans la Bible, le téléspectateur il a dit comprenne que aussi. l'humilité précède La gloire. C'est un peu ça. L'humilité précède la gloire. Donc il faut être humble. Humble dans votre vie quotidienne. C'est un peu le contraire de l'orgueil. Ne pas être orgueilleux. Ne pas pouvoir dire moi, 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 moi. Vous voyez souvent dans cette habitude-là, moi, moi, moi. Oui, moi. oui, oui. Bon, qui avait dit que le moi est haïssable? Je crois que c'est Pascal, non? Oui, mais quelqu'un l'avait dit ça. Je crois que c'est Pascal. Le moi est haïssable. Donc, est haïssable. Donc c'est mieux d'être humble. Humble, c'est-à-dire que de se considérer simplement comme tout homme. Personne au-dessus de l'autre. Oui, mais monsieur Ebolo, encore, C'est ça, l'humilité. c'est vrai ce que vous dites, mais je suis moi, et je suis fier d'être moi, et je suis sûr de moi, mesdames et messieurs. Donc, il ne me manque rien. Je suis orgueilleux. Maintenant, où est le problème de monsieur Ebolo dans l'histoire? Pourquoi vous tenez tant à ce que nous soyons humbles dans la vie? C'est pas moi, c'est la vie elle-même qui voudrait qu'on soit humble. Ah. Parce que nous habitons dans un monde. Moi, je crois avoir lu quelque chose où on disait que lorsque nous venons au monde, c'est par une autre personne. Est-ce que c'est pas vrai? L'homme n'est rien sans les hommes. Nous venons dans leurs mains. Pour avoir les connaissances que nous avons eues au niveau de la formation, c'est par d'autres. Par d'autres, évidemment. On est d'accord, non? Et même quand vous mourrez, c'est d'autres qui vont s'occupent de vous. Oui. Dans ce cas, pourquoi ne pas être humble? On dirait bien que ça ne sert pas d'être orgueilleux. Mais en quoi est-ce que vous êtes plus que les autres? Dès lors que tout ce que vous avez, tout ce que vous vivez, c'est les autres qui vous le donnent. On va sortir d'ici. Bon, il est 12h, 13h, 14h, on aura envie de manger. Mais qui aura préparé cette nourriture? C'est les autres. Même si vous allez au resto, Ouais, vous avez votre argent. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a préparé. Ça, c'est sûr. Alors, rapidement, Voilà, monsieur donc, Alexis. on ne se suffit pas. On a besoin Vous êtes diplomate, vous devez aller prendre vos fonctions en Chine, mais c'est quelqu'un d'autre aux commandes de l'avion. Ah mais absolument. En Sinon, tout cas, vous ne pouvez pas vous-même décoller et On arriver n'est pas en Chine. suffisant. Dès lors qu'on sait qu'on n'est pas suffisant, Oui. donc il faut être avec les autres. Après tout, l'homme, c'est un animal social. Ah. Donc il faut être avec les autres, se placer. Et je vais vous citer, je crois que c'est peut-être l'empereur ou le roi de France, Napoléon, qui disait que pour faire de grandes choses, il ne faut pas se mettre au-dessus des hommes. Il faut se mettre parmi les hommes, au milieu d'eux. Vous pouvez les mener. Mais si vous regardez d'en haut les autres, sincèrement, il y a un moment où ils vous obéiront même plus. C'est clair. Voilà, donc l'humilité, je crois que c'est ce qui devrait nous habiter au quotidien. Et la Bible a résumé cela en disant, l'humilité précède la gloire. Si vous voulez aller trop loin, et quelqu'un a dit quoi, que si vous voulez aller loin, il faut ne pas être seul. Ah oui, oui. Maintenant, si vous voulez arriver vite, tant mieux, avec toutes les conséquences. Seul, on marche plus vite. Voilà. Ensemble, on va plus loin. L'humilité précède la gloire, nous avons retenu comme pensée du jour, parce que dès que nous avons lu humilité et gloire, tout de suite on a fait référence à la Bible. Pensée du jour, l'humilité précède la gloire. Dixon Klaus. Une question, généralement avant nos émissions, nous communiquons via les réseaux sociaux pour informer à nos chers téléspectateurs que nous avons une émission avec monsieur Antel. Alors, une question qui revient de temps en temps, je vais vous la poser aussi simplement. Homme politique, humilité. Comment définir l'humilité chez un homme politique? Un homme qui a les commandes de la cité, un homme qui gère la cité. Comment parler de l'humilité chez cet homme-là? Peut-être il faut peut-être repartir chez Mandela, qui nous prône l'écoute des autres. C'est-à-dire pour prendre une grande décision, pour prendre des décisions qui concernent la communauté, qui concernent tout le monde, il faut quand même d'abord écouter les autres, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent avant que vous ne preniez la décision. L'humilité, je crois que c'est dans ce sens-là. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie, peut-être. Ce n'est peut-être pas une chance, mais j'étais devenu un jour député
l'Assemblée nationale. Ah. Voilà. Ça n'arrive pas à tout le monde. Peut-être. Bon, j'étais devenu député et je devais gérer une circonscription électorale. Et dans cette circonscription électorale, il y avait des électeurs. Et les électeurs viennent de toutes les couches sociales. Mais quand vous allez, ce qu'on appelle là-bas, à l'Assemblée, quand vous faites une descente parlementaire, vous allez vers qui? Vers les populations, vers le peuple, vers vos mandants. Voilà. Mais vous devez les écouter. Ah oui. Pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs attentes. Exact. Sinon, vous ferez des choses qu'ils n'aimeraient pas. Donc vous allez vers eux, mais vous allez rencontrer même des tout jeunes, de rien du tout, des chômeurs, ceux qui travaillent, ceux qui sont des ouvriers, des paysans, des intellectuels. Vous devez rencontrer tout ce monde-là et savoir à peu près, discuter avec eux, ils vont poser des problèmes qu'ils ont, ils vont faire des suggestions. Mais si vous savez les écouter, de toute façon, quelqu'un disait aussi que lorsque vous savez écouter les autres, vous avez aussi le cerveau des autres. Exact. Voilà. Sinon, vous ne raisonnerez qu'avec votre seul cerveau. Ce n'est pas suffisant. Donc, quand vous écoutez les autres, vous prenez leur... Parce qu'ils vous donnent la formation. Ils vous donnent très certainement des indications sur plusieurs choses. Et en ce moment-là, vous pourrez raisonner en même temps grâce à eux. Donc, vous avez leur cerveau. Et je crois que l'humilité vous permettrait d'avoir plusieurs cerveaux en réalité. Très bien. Donc, on veut reformuler aussi. Vous avez répondu certes à la question de Dickson. On veut la poser autrement, comme on l'a fait au gré du destin. On est dans humilité et gloire. À qui vous adressez-vous? À qui recommandez-vous cette humilité? Est-ce que c'est à l'homme politique, aux religieux? Est-ce que c'est à l'administrateur? Est-ce que c'est au ministre du gouvernement, aux députés, aux sénateurs, au petit peuple? À qui vous adressez-vous avec humilité? À l'homme tout court. Ah. Mais ils sont d'abord des hommes. Tous ont ceux que besoin. vous avez cités là. Oui. Que vous soyez homme politique, que vous soyez homme religieux ou un religieux, que vous soyez artiste, que vous soyez, je sais pas, entrepreneur, vous êtes d'abord un homme. Voilà. Donc tous doivent s'abreuver ici. Peut-être pas dans ce livre, mais dans l'humilité. Non, à la source de l'humilité. Chacun devrait se remettre en question pour redevenir humble. Non, mais ils sont peut-être, ils sont aussi humbles, je crois. Ah oui, bien, on ne dit pas le contraire. C'est un conseil que vous nous prodiguez ici, à monsieur tout le monde. Bon, mais en réalité, dit la Bible. En réalité, là-bas, c'est Ngomba. Ah. Il s'agit de la vie de Ngomba. Voilà, Ngomba. Qu'est-ce qui se passe chez Ngomba? Ngomba, c'est un jeune garçon, il a la trentaine. Il ne sait que hériter des femmes. Il n'a pas eu le temps lui-même d'épouser une femme. La tradition a voulu que Ngomba d'abord, lorsque son père est décédé, il avait une jeune femme et le papa n'avait pas de neveu, n'avait pas de petit frère. Mais cette jeune femme-là avait quelques enfants, déjà avec son père. Et Ngomba avait été un peu l'aîné de cette femme-là. Les parents disent, après une concertation familiale, comme il n'y a personne. Mais personne, bien. Et puis il y a des petits qui sont là, c'est mieux de garder cette femme. Tu deviens leur la marate en réalité. C'était la tradition à l'époque. Et Ngomba a accepté. Ensuite, meurt l'oncle de Ngomba, qui a laissé aussi une femme. Ngomba était l'unique neveu. Et des enfants. On dit à Ngomba, mais on ne va pas quand même laisser, tu ne veux pas quand même laisser. Pas la traîne. Voilà. Il accepte de prendre cette femme. Et les enfants. Par après, meurt le meilleur ami de Ngomba. Oui. Et ce meilleur ami avait deux femmes. Il n'avait personne d'autre que Ngomba. Il n'avait pas un petit frère, il n'avait pas un neveu, il n'avait personne. Mais le village décide, mais Ngomba, mais toi tu vas... Ngomba dit, bon, c'est pas grave, je prends. Simplement par souci des enfants, que laissait qu'avait laissé son père, qu'avait laissé son oncle, son meilleur ami. Et son meilleur ami, deux femmes. Mais c'est devenu une source de gosserie, de moquerie vis-à-vis de Ngomba. Il suffisait d'un petit problème avec quelqu'un dans la cité, pourquoi on dit oui, tu veux maintenant que je meure pour que tu restes avec ma femme. Toi, ton problème, c'est d'hériter des femmes des gens. Alors ça n'a pas plu à l'unique sœur que Ngomba avait. Ah. Oui. Et l'unique sœur que Ngomba avait a recommandé à Ngomba une jeune fille pour que Ngomba l'épouse. Et finalement, Ngomba va épouser cette jeune fille que sa grande sœur lui avait recommandée.
Oui. Il a maintenant 5 femmes. Il n'en a jamais cherché une seule lui-même. Bon, finalement, il a commencé à faire des enfants avec cette femme-là. Mais les gens soupçonnaient toujours que ce n'était pas ses enfants, c'est d'autres personnes qui venaient là, c'est son propre neveu qui est donc le fils de cette grande sœur-là, qui venait, bon, voilà, patati patata, qui s'acoquinait avec la femme de Ngomba Extra. Vous voyez donc tout ça. Mais Ngomba l'assume, il vit ça. Mais Ngomba, c'est un vrai travailleur, c'est le meilleur chanteur de la contrée, de la danse du village, c'est le grand chasseur du village, c'est un entrepreneur en quelque sorte au village, mais il est l'objet de beaucoup de moqueries, tout ça. Voilà, et puis jusqu'à ce qu'un jour, le destin le conduise autrement. Là aussi, le destin est revenu. Là aussi, le destin. Voilà pourquoi nous... Ngomba va finir par, il va finir par devenir le mari de... Non, ça c'est l'atterrissage. Voilà. Pour que le lecteur découvre finalement le destin, où mène ce destin de Ngomba. Justement, c'est étrange. Vous voyez... c'est comme par la force des choses, il nous reste 5 petites minutes pour qu'on atterrisse. D'ailleurs, les 5 petites minutes, on les a négociées à la direction des programmes de DRTV pour que nous puissions atterrir en bonne et due forme. Le destin, mesdames et messieurs, est d'autant plus cruel qu'il ne demande pas notre permission. Voilà, c'est le père qui s'en va, il n'y a personne d'autre. Sinon le fils qui devient le père de ses cadets. Et du coup, il hérite de cette femme-là. Et puis c'est l'oncle qui meurt. Il n'y a personne d'autre autour, encore Ngomba. Deuxième héritage. Et un autre jour, après-demain, c'est son meilleur ami qui meurt. Et tout le village dit, mais attends Ngomba, tu ne vas pas te défiler quand même. Voilà, il faut, ces enfants-là, on ne va pas les laisser à la traîne. Troisième héritage. Mais ce sont les mêmes qui vont encore s'en prendre à Ngomba. Comme pour dire, voilà, c'est tout ce qu'il attendait là. Hein? Il y a du Ngomba dans l'air, toi aussi, tel que je te vois venir là. Tu n'espères que ma mort pour hériter, mais celle-là, je ne meurs pas. C'est peut-être toi qui vas mourir avant. En tout cas, la mienne, je ne te la laisse pas. C'est un peu comme ça que fonctionne notre monde. Alors, DG, Dixon, une question sur ça, peut-être pas sur des choses qui nous arrivent, ou bien un commentaire sur des choses qui nous arrivent des fois poussées par le monde, mais c'est ce même monde-là qui va encore se retourner contre nous, ou bien des choses fixées par la tradition, mais qui certainement, par les temps qui courent, ne devraient plus avoir lieu. Est-ce qu'il faut qu'on continue de donner à quelqu'un comme ça, là, des femmes qui appartenaient à d'autres avant lui? Vous êtes pour ou contre cette façon de faire, je crois que le monde monsieur l'écrivain? Le monde a évolué. Hein. Et oui, on devrait certainement... Il faut s'adapter à l'évolution du monde. Je ne sais pas si aujourd'hui, les neveux même, les petits frères, tout ça, sont prêts à... oui, c'est très compliqué. Ensuite, est-ce que les femmes elles-mêmes elles sont prêtes aussi à cela? Donc le monde est devenu autre. Ça, c'était certainement l'ancienne tradition. L'ancienne tradition dans laquelle vivait Ngomba. Voilà, vous verrez même que les métiers que Ngomba fait là-bas, c'est des métiers traditionnels. Ce ne sont pas les métiers modernes. Oui, dans la dernière ligne droite, dans les 2 dernières minutes, le titre de votre deuxième livre, c'est pas que humilité, c'est humilité et gloire. Pourquoi humilité et gloire? Oui, tout au début, je vous ai dit que l'humilité précédait la gloire. Et ça, c'était biblique. C'est pas de moi. Ensuite, parce qu'un Ngomba, un jour, a eu un destin glorieux. Parce que le destin, il peut être humiliant, comme il peut devenir aussi glorieux. Au finish, oui. Au finish, Ngomba devient une jeune princesse qui veut maintenant être sacrée ou consacrée princesse, parce que son père, le roi, venait de mourir. Mais cette fille-là, cette jeune femme, pour être consacrée reine, doit avoir un mari. Et le mari sur lequel elle tombe, c'est Ngomba. C'est Ngomba. Qui a déjà 5 femmes. Qui a déjà 5 femmes. On laisse le lecteur découvrir la suite. C'est pour dire que Ngomba, à la fin, devient le père d'un prince, qui lui-même deviendra roi, et le sang de Ngomba devient quelque part un sang royal. C'est lui qui commande, c'est son enfant qui commande maintenant tout. Ça on oublie dans la foulée Ngomba qui sort un peu de son état là, et du coup il devient un grand homme par le coup de ce destin là, qui au départ lui avait joué des tours, mais qui au finish, en tout cas certainement qu'il a dû subir à boire et à manger. Il nous reste 1 minute. C'est pour dire que souvent le destin nous rattrape par les voies qu'on cherche qu'on emprunte pour le contourner, pour l'éviter. Exact. Souvent. Parce que... vos derniers mots, justement. Mon dernier mot, c'est que le destin, on vous dit que vous devez aller à tel endroit. Mais pour y arriver,
vous devez emprunter telle voie. Mais comme vous avez appris à l'école que la ligne doit être le plus court chemin, vous voulez à tout prix aller par le plus et après vous avez des difficultés pour arriver là. Évidemment. Mais celui qui avait contourné est arrivé. Les destins sont souvent comme ça. J'aurais voulu que M. Ebolo termine ses propos sur cette question. Malheureusement, on est à l'atterrissage. Poser la question rapidement. La façon dont vous parlez du destin, et s'il s'agissait du Congo, d'une nation, d'un pays, là nous parlons du destin d'un humain, d'un homme, oui, mais même est-ce que c'est valable pour les nations? Même les nations ont des destins. Est-ce que ce que vous dites est valable pour les nations? Pour les nations. Le Congo par exemple, comme ça. Bon, vous me permettez de ne pas répondre à une telle question. Super. Vous savez, je suis diplomate. Ah, exact. En tant que diplomate, j'ai le droit de réserve sur beaucoup de questions qui concernent la politique, la vie de la cité. Je n'ai pas à me prononcer sur ça. Exact. Le Congo a le destin que Dieu lui a donné. Et je crois qu'un jour, notre président public avait donné ce pays, avait remis ce pays dans les mains de Dieu. Dans les mains de Dieu. Et il sait pourquoi, à son niveau, il sait pourquoi il a remis. Oui, ça c'est clair. Je crois que Dieu doit certainement l'aider à façonner le destin de ce pays. C'est ce qui est en train de se faire. Exact. Parce que cette façon de s'humilier, en remettant le pays entre les mains de Dieu, précède justement la gloire que nous attendons tous. Vous avez bien trouvé. Justement, mais on est à la fin, chers téléspectateurs, mais il y a quelque chose à retenir dans ça. Moi, je vais dire aux chers téléspectateurs que quand vous arrivez quelque part, on vous pose une question, lorsque vous n'êtes pas à mesure de répondre à cette question, faites comme Monsieur Emmanuel Ebolo. Chers téléspectateurs, c'était Convergence et Révolution culturelle. Ce soir, j'étais avec Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique. Et sur ce, nous vous disons d'ores et déjà au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.